Sir Michael Caine. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu énormément de choses en français faites sur lui, en particulier dans des vidéos, sur des réseaux, etc. Il y en a eu, mais bon, pas énormément. Alors que bon, en Grande-Bretagne, Michael Caine est une institution, et aux États-Unis, il est quand même très célèbre aussi. Donc c'est en France, je ne dis pas que ça n'est pas un acteur connu. Nous connaissons tous son visage, nous l'avons vu dans des films, mais il y a peut-être moins eu de choses qui lui ont été consacrées en France. Alors, il se trouve que moi, il fait vraiment partie de mon top 3, de mes acteurs préférés, derrière Marcello Mastroianni, mais devant Paul Newman. C'est vraiment un acteur que j'adore pour certainement de multiples raisons. Et je me suis dit pourquoi pas voilà, lui rendre un petit hommage, me plonger un petit peu dans sa biographie et sa filmographie de façon assez succincte, et donc cela en français, et en m'adressant à des francophones. Et pour le coup, uniquement par plaisir. Il m'est arrivé de faire des vidéos où je parle de cinéma, mais où je parle de choses qui peuvent être sujets à controverse, à polémique, tandis que là, c'est vraiment uniquement pour le plaisir. Et donc, déjà, une première chose, je sais déjà que le titre de cette vidéo va être Un gentleman du peuple. Euh, c'est la première fois que je fais une vidéo, je crois, en sachant déjà quel sera le titre au final. Euh, enfin, du moins de manière aussi claire. Alors, gentleman du peuple, oui, parce que j'imagine qu'une partie du succès qu'a quand même eu Michael Caine en France, le fait qu'il y ait toujours eu un public pour aller voir ses films en France, euh, je pense que on l'a beaucoup vu en France comme un peu, surtout, peut-être pas au début de sa carrière, quand il a commencé à avoir du succès, mais quand il a commencé à être installé dans le succès et en avançant dans l'âge, je pense qu'en France, on l'a beaucoup vu comme un peu l'épitome du gentleman anglais à l'ancienne, flegmatique, etc. Et donc, quand on parle de gentleman anglais, euh, inévitablement, cela renvoie aussi à un certain type de classe sociale. Or, il se trouve que Michael Caine n'était pas du tout destiné à projeter ce type d'image. Et justement, le fait qu'en Grande-Bretagne, ce soit vraiment une star, beaucoup plus qu'en France, ça tient justement aussi au fait que euh, il est très représentatif, il est un symbole euh, d'acteurs issus de classes populaires, très pauvres, et qui, à force de passion pour ce métier d'acteur, de travail intensif, d'expérience accumulée, a réussi à pouvoir incarner tout type de rôle, y compris donc celui du gentleman anglais à l'ancienne, qu'il a joué dernièrement, alors il était déjà très âgé, dans la série des Batman de Christopher Nolan, où il joue le rôle donc de Alfred, ce majordome très très british, qui joue un rôle un peu de père de substitution euh, aux yeux de Bruce Wayne, de Batman, joué par Christian Bale, puisque je vous rappelle que Batman, Bruce Wayne, qui est Batman dans le civil, a perdu ses parents très jeunes, et que donc ce majordome qui lui sert d'homme à tout faire et qui connaît très bien ses activités de super-héros, il lui sert de père de substitution d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs cet aspect-là qui a beaucoup plu à Michael Caine au moment où il a accepté le rôle, que Christopher Nolan est venu le voir en lui disant je veux absolument que ce soit vous qui jouiez ce rôle. Et il a convaincu Michael Caine, justement, qui quand même, vu son âge, se disait cette fois, ça y est, je suis vraiment à la retraite, a été séduit. Voilà, et Michael Caine a été séduit par cet aspect
cette relation très forte entre les deux personnages, hein, beaucoup plus complexe que ce qu'il avait pensé au départ. Mais une autre raison probable de l'éclosion du succès de Michael Caine, vraiment quand il a commencé à avoir du succès, que ce soit en France ou aux États-Unis, une explication aussi, bon, en dehors évidemment de son talent et du fait qu'il a joué dans les bons films au bon moment et il y a bien fait son travail, mais il y a aussi le fait qu'il a bénéficié de d'un phénomène qu'on a appelé un peu le Swinging London et les Swinging 60s, euh, qui ont... Voilà, si on veut expliquer cela, on va dire que au milieu des années 60, la Grande-Bretagne, alors qu'elle était déjà en déclin économique, euh, très très affectée par les dégâts des bombardements au cours de la Seconde Guerre mondiale, et la perte de prospérité globale, etc., après la fin de la colonisation. La Grande-Bretagne donc était commencé sa traversée du désert un peu sur le plan économique, mais par contre sur le plan culturel, en particulier la culture des jeunes, ce pays était commençait à être un phare pour le monde entier. Euh, la culture pop, avec l'immense succès des Beatles dans le monde entier, y compris aux États-Unis en 1964, où ils sont reçus comme la royauté, quoi. Et dans une moindre mesure, un peu après les Rolling Stones. Voilà, l'invasion de cette pop culture aux États-Unis et bien sûr en Europe et dans le monde entier fait que, au moins sur le plan de la culture populaire, la Grande-Bretagne avait vraiment, les artistes britanniques avaient vraiment le vent en poupe. Ça se retrouve aussi à la télévision avec le succès énorme de séries télévisées comme The Avengers, The Prisoner, et à la fois des séries qui étaient d'avant-garde sur le plan de la forme et du fond, mais qui en plus avaient cette touche, cette sensibilité un peu pop culture qui a vraiment séduit le monde entier. Et du coup, le cinéma britannique, dans une moindre mesure quand même, mais il a pu s'engouffrer un petit peu dans la brèche. Et les acteurs anglais, britanniques et actrices, bien sûr, en vogue, ont pu bénéficier ce phénomène global qui donc, d'après moi, est d'abord venu des groupes de musique en vogue, hein, et le reste a suivi. Donc on a parlé de Swinging London, de Swinging 60s, avec le succès de la mode en Angleterre, une rue comme Carnaby Street, connue pour ses magasins de mode, voilà, etc. Et Michael Caine, qui en plus était londonien, et donc qui a vécu tout cela en direct, hein, d'une certaine façon, quand il a commencé à être un acteur en vue, a pu bénéficier un petit peu de ce phénomène de mode. Mais ça pourrait paraître péjoratif ce que je dis, mais bon, évidemment, il doit tout cela à son talent. Mais en Angleterre, il est perçu comme beaucoup plus que cela, puisque, encore une fois, c'est une chose qui, je pense, n'a vraiment été perçue que en Grande-Bretagne, ou en tout cas, elle ne l'a pas été autant perçue en France ou aux États-Unis, c'est que Michael Caine est vraiment, en Grande-Bretagne, l'archétype d'un homme issu des classes populaires, des quartiers les plus pauvres de Londres, hein, où on parle un anglais qu'on appelle le Cockney, hein, donc avec l'accent Cockney, qui n'est pas plus facile à comprendre pour un non-anglophone qu'un accent écossais ou un accent du nord de l'Angleterre, hein. L'accent Cockney a ses propres difficultés au niveau de la compréhension.
Et donc, venant des quartiers les plus pauvres de Londres, et ayant vécu vraiment une vie, un début de vie un peu dans l'indigence, il est vraiment l'exemple en Grande-Bretagne de celui qui a réussi à devenir une star planétaire, quand même, on peut le dire, euh, au fil des années, en partant avec, entre guillemets, ce handicap-là au départ. Et il a donc été, pour les générations qui ont suivi, d'acteurs et d'actrices britanniques, euh, le phare dans la nuit, quoi. C'est-à-dire, comme il le dit lui-même, il a dit j'ai toujours essayé de ne pas trop me débarrasser de mon accent cockney, même avec le succès, parce que je veux sans arrêt rappeler aux jeunes qui ont suivi derrière moi que si moi je l'ai fait, ils peuvent le faire aussi. Si moi j'y suis parvenu, ils peuvent y parvenir aussi. Voilà. Il a des vertus de pédagogue incontestables, hein. D'ailleurs, Michael Caine, c'est aussi pour ça que je l'aime autant. Quand il donne des leçons de comédie, vous pouvez en retrouver sur YouTube, une vidéo notamment qui s'appelle How to Act, mais vraiment des leçons de comédie adaptées au cinéma et pas au théâtre, ce qui est encore différent. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait aussi ouvertement que lui, et voilà, il a des vertus de pédagogue incontestables. Et donc, il a nourri comme ça les espérances d'apprentis acteurs et actrices qui venaient, eux et elles aussi, des quartiers populaires de grandes villes en Grande-Bretagne et qui ont dit si Michael Caine a réussi à être connu, à devenir une grande vedette du cinéma, non seulement chez nous en Grande-Bretagne, mais même dans le monde entier, euh, il a cru en ses rêves, il n'a jamais renoncé, il s'est accroché. On doit pouvoir le faire nous aussi. En tout cas, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Et tout ça avec deux mots-clés qui vont être la passion et le travail. Travailler inlassablement sur sa technique d'acteur, mais avoir le courage d'investir tout ce travail, alors que au début, ça ne semble pas forcément payer tout de suite, mais on a la passion. Donc, c'est plus facile de mettre énormément de travail au service de sa technique quand on est passionné et qu'on fait vraiment ce qu'on voulait faire. Et bon, Michael Caine est vraiment le parfait exemple de cela. Et en évoquant un petit peu en désordre comme ça, par-ci par-là, à la fois sa biographie et sa filmographie, vous allez voir que la passion et la rigueur, ces deux choses qui se complémentent très bien, ne l'ont jamais quitté. Alors, Michael Caine est né en 1933 à Londres, près dans un quartier célèbre qu'on appelle Elephant and Castle, qui est un nom absolument improbable pour un quartier, mais qui vient d'une erreur, de quelque chose qui avait été mal compris. Bon, je vous la fais rapide, mais la royauté anglaise avait à un moment reçu la visite de l'infante de Castille, et donc visite de royauté à royauté. Et donc l'infante de Castille, pour l'anglais moyen qui n'a pas fait trop d'études, etc., ça devient infante de Castille, Elephant and Castle, et voilà. Donc le nom de lieu est resté des décennies et décennies plus tard. Et donc voilà. Euh, Vraiment les quartiers les quartiers les plus pauvres de Londres. Et il est né donc en 1933. De vraiment des parents, bon, en plus là c'est pas modeste, c'est carrément pauvre, hein. Donc son père faisait les marchés, sa mère faisait des ménages. Ils vivent donc dans un appartement surpeuplé, avec des frères et sœurs. Pas de WC. Pas de WC dans l'appartement, les WC sont à l'extérieur, ce qui était un grand classique dans les grandes villes anglaises, hein, que ce soit Londres, Liverpool, et jusque dans les années 60, hein, d'ailleurs, hein,
Enfin, par exemple, à Liverpool, c'était encore le cas. Hein, dans les années 60, il y a énormément d'appartements où les WC étaient à l'extérieur. Euh, et donc, alors, première chose qui ne va pas aider Michael Caine plus tard dans sa carrière d'acteur, mais il va pas vouloir lâcher l'affaire. Il va naître avec une malformation des paupières, enfin avec une maladie congénitale qu'on appelle blepharitis, en tout cas en anglais. Et donc c'est une sorte d'infection dans la région des yeux qui fait, dans la zone des yeux, qui fait que il va garder toute sa vie suite à cette maladie congénitale des paupières éternellement tombantes qui donnent toujours l'impression qu'il est à moitié endormi. Alors que c'est pas du tout le cas. Mais bon, donc déjà, quand il va vouloir faire un métier où, bon, en plus du talent, l'apparence compte quand même beaucoup, on peut dire qu'il part avec quelque chose qui ne l'avantage pas. Bon, donc on y reviendra plus tard, hein, quand on n'en est pas, j'en suis encore à son enfance. Donc bon, il naît donc déjà avec ce problème de santé. Euh, on peut dire que voilà, ce n'est pas un enfant très vigoureux quand il grandit, mais il est quand même obligé de s'endurcir parce que il est, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il est dans un quartier très pauvre où, bon, sans vouloir user de préjugés, dans les quartiers pauvres, un garçon doit savoir faire parler ses poings, hein, parfois, même quand il n'en a pas envie. Hein. Il se fait embêter à l'école et quand il revient chez lui, son papa lui apprend un peu les rudiments de la boxe, etc., pour il puisse se défendre en revenant de l'école. Euh, arrive, arrive la Seconde Guerre mondiale, hein, puisque donc, je vous le rappelle, il est né en 1933. Euh, la Seconde Guerre mondiale va affecter autant la Grande-Bretagne que la France. On l'oublie parfois, nous Français, parce que c'est normal, chaque pays est parfois un peu centré sur lui-même. Puis bon, avec l'invasion nazie et l'occupation, on a vraiment, en France, vécu quelque chose de très fort. Mais en Grande-Bretagne, ils ont beaucoup morflé aussi, puisque les troupes allemandes n'ont jamais pu mettre un orteil, si je puis dire, en Grande-Bretagne, parce que c'est une île, et que donc une île n'est pas aussi facile à envahir qu'un pays avec qui vous partagez des frontières. Mais Hitler s'est vengé, et surtout a voulu affaiblir la Grande-Bretagne en la bombardant massivement. Hein. Et il y a des grandes villes comme Coventry, par exemple, qui est une ville au niveau de la taille qui est au moins aussi grande que Nice, et probablement même un peu plus. Coventry a été détruite à plus de 50%. Et il a fallu reconstruire donc plus de la moitié de la ville après la Seconde Guerre mondiale. Et Londres a été bombardée très massivement. Hein. Les gens allaient se réfugier dans le métro. On a appelé ça le Blitz. Et donc, ça a eu deux conséquences directes dans la vie de Michael Caine. La première, c'est que, la première, c'est plutôt une amélioration de sa vie. C'est que, à cause des destructions d'immeubles par les bombes allemandes, on a relogé des familles entières dans des préfabriqués qu'on a fabriqués au Canada. Et du coup, les préfabriqués, bien que n'étant que des préfabriqués, beaucoup de familles comme celle de Michael Caine ont vu ça comme une amélioration de leurs conditions de vie, une amélioration de leur habitat, avec plus d'espace, avec des toilettes à l'intérieur du logement. Et voilà, donc ça c'est pour le côté un peu positif, même si ça peut paraître un peu sordide. Voilà, une guerre peut aussi parfois, dans la vie des gens, déboucher sur du bon. Mais bon, donc Michael Caine aussi va être un temps séparé de sa famille, puisqu'il il était très très fréquent à cette période-là des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, qu'on éloigne les enfants londoniens de Londres, de leur famille, pour les mettre à l'abri, au moins les enfants,
euh, à la campagne. Et donc il va aller, je suis plus très sûr du lieu parce que bon, c'est pas, voilà, c'est pas anecdotique, mais enfin bon, disons, je crois qu'il était dans l'East Anglia, l'Angleterre rurale de l'est de l'Angleterre, voilà, vers après Cambridge et tout ça, dans le Suffolk peut-être ou le Norfolk. Michael Caine donc va être logé dans une ferme hein, par une famille qui contribuait à l'effort de guerre de cette façon, hein, en recevant des enfants venus des grandes villes pour les mettre à l'abri des bombardements. Il va bénéficier d'une alimentation saine, de produits de la ferme, etc. Et malgré l'éloignement de sa famille, qui est évidemment un déchirement, il va quand même garder un très bon souvenir de sa famille d'accueil, si je puis dire. Et une fois qu'il sera devenu un acteur confirmé, même une star en Grande-Bretagne, il rendra visite de temps en temps à cette famille euh, pour prendre de leurs nouvelles, etc. Voilà, il va garder un lien assez particulier avec eux. Michael Caine, ensuite de retour à Londres et après la fin de la guerre, grandit avec une passion infinie pour le cinéma, qui visiblement à l'époque n'était pas quelque chose de cher, hein, là où il habitait, etc. Il pouvait se permettre, avec très peu de moyens, d'aller voir des films des journées entières. Et donc évidemment, il va rêver sur les grandes stars de Hollywood. Alors son héros absolu, c'est Humphrey Bogart. Voilà, il va se prendre à rêver et à se dire que c'est formidable comme ça de pouvoir faire un film ou de pouvoir faire un métier où on fait rêver les gens, on rêve un peu soi-même, on vit des rêves. C'est vraiment une vie qui l'attire beaucoup et tout en étant très conscient des limites qu'il a au départ, hein, de ses débuts plus que modestes dans la vie et du fait qu'il n'est pas non plus un bellâtre. C'est pas quelqu'un de moche, loin de là, hein, mais voilà, il a pas le physique du jeune premier. Bon, alors on a parlé de ses paupières tombantes. Bon, euh, c'est pas non plus un athlète fantastique. Enfin, vraiment, faire un métier qui est basé, encore une fois, bon, sur la capacité de jouer des rôles, bien sûr, mais quand même aussi, ne nous leurrons pas, un métier qui est quand même beaucoup basé sur l'apparence, l'importance de l'apparence. On peut dire que il n'est pas le plus armé, mais bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que, ou le pire plutôt, c'est qu'en Grande-Bretagne, hein, beaucoup plus qu'en France, votre accent n'indique pas seulement d'où vous venez, mais indique encore beaucoup plus peut-être à quelle catégorie sociale vous appartenez. C'est vraiment quelque chose où en France on peut le comprendre, hein, et, on peut essayer. Et puis bon, en France, d'une certaine façon, les classes sociales sont quelque chose qui compte. Mais par rapport à la Grande-Bretagne, non, c'est incomparable. Parce que en France, on a eu quelque chose qui s'appelait la Révolution française. Et la France, après ça, est passée du régime monarchique au régime républicain. Et en France, pour obtenir cela, on a décapité un roi. Et on a dit après ça, tous égaux, du moins en apparence, hein, liberté, égalité, fraternité. Bon. La Grande-Bretagne n'est jamais passée à ce stade-là. La Grande-Bretagne est un pays extrêmement où le système de classe sociale est extrêmement pesant dans la vie des gens, hein. Les accents sont une façon vraiment de démarquer les gens les uns des autres. Donc, comme je vous le disais, non seulement d'un point de vue géographique, mais également d'un point de vue social. Et donc, Michael Caine, ses origines sociales, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, on les perçoit.
Et bon, c'est triste à dire, mais quand on se destine à être acteur, c'est pas quelque chose qui aide, hein. Tous ceux qui ont déjà pris des cours de comédie et toutes celles qui ont déjà pris des cours de comédie ou qui ont voulu faire des pubs radiophoniques ou etc., même à un niveau local, vous savez bien que un accent, même géographique, pour faire une pub radiophonique, ça passe pas, quoi. Première chose qu'on vous demande de faire, c'est d'essayer de travailler pour avoir un accent neutre. Alors, je ne suis pas sûr qu'un accent neutre, ça existe vraiment. Et ce qu'on appelle accent neutre, c'est peut-être plutôt l'accent d'une certaine classe dominante appartenant à une certaine zone géographique dominante elle aussi, dominante culturellement, dominante intellectuellement. Donc Michael Caine, il a ce handicap en plus, hein. Il a décidément rien qu'il faut pour aspirer à ce métier d'acteur. Mais c'est ça qu'il veut faire. Donc, comme il n'est pas irresponsable et qu'il veut aider sa famille, il va évidemment faire plein de petits boulots que je ne saurais vous énumérer, hein, ça va dans tous les sens, pour mettre du beurre dans les épinards. Hein. Évidemment, il ne va pas chômer de ce point de vue. Mais et aucun ne sera dégradant à ses yeux, hein. Il sera prêt à tout faire pour gagner 4 sous et pour pouvoir vivre sa passion. Mais en tout cas, vivre sa passion, même si dans son milieu social, ça paraît quand même assez farfelu, il ne va jamais en démordre. Il veut être comédien, il veut être acteur. Il va commencer donc à prendre des cours de comédie dans des ateliers euh, qui sont pas trop loin de chez lui, etc., à Londres. Et donc évidemment, sa première expérience avec le métier d'acteur, c'est à l'ancienne, hein, en tout cas en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, c'est autre chose, mais en Grande-Bretagne, c'est évidemment d'abord le théâtre. Avant d'être acteur de cinéma, on va d'abord être comédien de théâtre, hein. Je vous rappelle quand même que la Grande-Bretagne, c'est le pays de Shakespeare. Donc, en France, on avait des cadors aussi. On avait Molière, on avait Racine. Bon. Donc, bon, ça s'équilibre. Mais non, la Grande-Bretagne, c'est vraiment un grand pays de théâtre depuis toujours. Et donc, beaucoup de. La majorité des grands acteurs et grandes actrices britanniques, c'est vraiment des gens qui se sont d'abord forgés une expérience très forte au théâtre, très solide, avant de passer au cinéma. Et donc, Michael Caine, il va faire partie de ces gens-là. Et du coup, alors, là où il va y avoir beaucoup de choses positives pour lui dans cette expérience, c'est qu'il va apprendre à... Alors, je ne vais pas dire à gommer son accent, mais il va apprendre aussi à imiter des accents qui ne sont pas les siens. Il va apprendre à jouer, il va apprendre à imiter des accents de gens de la haute société, hein, alors qu'il n'en vient pas. Donc chez lui, il n'est pas né avec cette façon de parler. Mais il va l'apprendre parce que c'est évidemment le b.a.-ba du métier de comédien. Et on va voir que ça va beaucoup servir dans son premier grand succès au cinéma. On y reviendra plus tard, hein, le fait de savoir jouer un mec de la haute, alors que lui, c'est vraiment un homme du peuple au départ. Et que donc, il ne parlait pas comme quelqu'un de la haute. Dans les années 50, il ne va pas hésiter à s'éloigner un peu du cœur névralgique de cette activité, qui était quand même Londres, et à vraiment aller là où on voulait bien de lui, hein, pour qu'il appartienne à une troupe et pour qu'il puisse jouer comme ça dans plein de pièces et essayer de gagner sa vie, même très modestement, en tant que comédien de théâtre. Donc il s'éloigne un peu de Londres, il va dans le Norfolk, si ma mémoire est bonne, ou le Suffolk, je sais jamais trop. Enfin, on va dire à l'est de Cambridge. Et il va comme ça donc courir un petit peu après les rôles dans cette compagnie de théâtre. Du coup, alors là, il va vraiment apprendre à jouer de tout dans toutes sortes de circonstances. Et il va parfois avoir des professeurs, des metteurs en scène qui vont un peu
le bousculer, le pousser dans ses retranchements, mais qui au final lui auront beaucoup apporté. J'ai deux exemples qui me viennent en tête, qu'il a très bien raconté plus tard, y compris dans ses autobiographies. Je dis c'est parce qu'il en a écrit plusieurs. Alors par exemple, un premier exemple qui me vient en tête, c'est un metteur en scène qui le houspille sur scène et qui arrête toute la scène exprès pour Michael et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Euh, Et lui était en train d'écouter les autres parler parce qu'à ce moment-là il n'avait rien à dire dans la scène et il les écoutait de façon assez passive. Et le metteur en scène trouvait que il n'écoutait pas de façon assez intéressée, assez active. Et donc il lui dit écouter, c'est une vraie action. Tu dois t'impliquer avec autant d'intensité dans l'écoute des autres que dans le fait de parler toi-même. Et Dieu sait que Michael Caine a prouvé par la suite au cinéma à quel point il avait bien retenu la leçon. Parce que s'il y a bien un acteur qui sait écouter les autres à l'écran, c'est bien lui. Mais sur le moment, visiblement, il avait un peu besoin d'être bousculé, d'être houspillé. Et malgré le fait que sur le moment, ça fait peut-être pas très plaisir, euh, il a retenu la leçon. Une autre fois, ce même metteur en scène, je crois, oui, c'était le même d'ailleurs, maintenant que j'y pense, Michael Caine devait jouer le rôle d'un homme sur scène, donc d'un homme qui était vraiment ivre, quoi. Hein. Et il en faisait des tonnes. Vraiment, il reprenait tous les clichés qu'on peut imaginer de quelqu'un qui est ivre, que ce soit dans la démarche physique, dans la façon de parler. Et visiblement, je ne sais pas, les instructions, les didascalies, comme on dit sur la feuille de son rôle, n'étaient pas assez claires. Et donc, il s'est dit, je vais le faire comme je le sens. Et là, je crois que le metteur en scène l'a engueulé encore plus que dans l'exemple précédent. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ben, tu me demandes de jouer un homme ivre, je joue un homme ivre. Il dit, mais t'as rien compris. Il dit, mais un homme ivre, hein, c'est quelqu'un qui va tout faire pour cacher son ivresse et pour se comporter de la façon la plus normale possible. Et qui a du mal, parce que l'ivresse l'en empêche, mais en tout cas, il essaye. Et toi, tu es en train de nous jouer le mec qui joue à être ivre. Et là, effectivement, déjà, une grande leçon quand même pour ceux ou celles qui pensent qu'il n'y a que le cinéma qui a appris aux acteurs à être réalistes, en particulier le cinéma américain, hollywoodien, qui s'encombre peut-être moins des défauts du théâtre. Mais non, il y a aussi beaucoup de gens dans le théâtre qui se soucient du réalisme, qui n'est pas toujours aussi facile à obtenir, cet effet de réalisme, parce que déjà on est obligé de projeter sa voix, de parler fort pour que le public entende. Donc déjà ça n'est pas très réaliste, puisque dans la vraie vie, on ne se parle pas en hurlant. Si on est à 1 mètre l'un de l'autre, le cinéma permet ce réalisme-là avec les micros, etc. Mais c'est vrai qu'au théâtre, on est obligé de forcer un peu le jeu. Mais on peut au moins essayer d'être réaliste dans l'attitude. Et c'est ce que ce professeur de théâtre ou metteur en scène très exigeant a réussi à obtenir de Michael Caine en étant tout le temps sur lui comme ça, en le reprenant. Et encore une fois, Dieu sait que ces choses-là lui ont servi au cinéma par la suite, parce qu'il a été étincelant de naturel dès son premier rôle, quand le grand écran a commencé à s'intéresser à lui. Donc il a patiemment appris son métier de façon très modeste, en faisant des tournées de province, hein, donc dans toute la Grande-Bretagne, avec ses troupes de théâtre, où il jouait vraiment toutes sortes de rôles. Hein. Un policier qui vient arrêter quelqu'un, donc des fois son rôle n'était pas bien épais, pas bien grand, et puis des fois c'était quand même un peu plus que ça. Mais en tout cas, il a appris, travailler les accents, travailler la gestuelle, travailler
euh, sur comment à un moment il faut essayer de dégager de l'intensité sans trop en faire. Sinon, ben, comme dans l'exemple que je viens de vous citer, on n'est pas crédible. Donc il a appris tout cela et il a serré les dents parce que euh, il avait ce rêve, il voulait être acteur, il n'en a jamais démordu et donc ben, il s'est dit, allez, j'apprends patiemment à, à peaufiner ma technique. Et donc ben, je le dis déjà, et comme ça c'est réglé une bonne fois pour toutes, euh, cet apprentissage très particulier fait que Michael Caine, une fois qu'il est devenu une star mondiale, oui quand même, un acteur connu mondialement quand même, il ne l'est pas devenu sur sa personnalité, sur ce qu'il est. Il l'est devenu en s'adaptant à chacun de ses rôles. Ce qu'on appelle parfois un acteur de composition, qui joue des rôles de composition. Euh, et bon, alors là, c'est ce qui est merveilleux avec lui, c'est que même mais là par contre, j'y reviendrai peut-être plus tard, je ne vais pas m'attarder, mais au milieu des années 80, il va être capable, alors qu'il est déjà en Angleterre, c'est une superstar. En, en France et aux États-Unis, non, c'est un acteur très connu. Mais en Angleterre, c'est une superstar au milieu des années 80. Et il va se permettre de jouer dans un film anglais un rôle où il est un gangster, mais pourri, qui fait les pires atrocités. Vraiment inhumain, cruel, vraiment la pire ordure de l'humanité. Mais et évidemment, beaucoup d'acteurs qui ont construit leur carrière sur leur personnalité plus que sur leur talent à interpréter des rôles se diraient, mais attends, je suis une superstar, je ne peux pas jouer un rôle comme ça, les gens vont me détester. Mais lui, Michael Caine, il sait que si les gens ont fait de lui une star, c'est qu'ils ont apprécié son travail sur chaque rôle. Et donc il se dit, non, non, moi, il n'y a pas de raison que les gens me détestent parce qu'ils vont voir la performance d'acteur et ils vont pas voir le fait que je sois un salaud dans le film et que donc ça veut dire que je suis un salaud dans la vie. Ils vont se dire, bon, euh, encore une fois, chapeau, quelle performance d'acteur. Voilà. Les gens comme moi qui adorent Michael Caine, c'est la raison majeure, c'est quand même celle-là. Hein. Le fait de le voir se transformer comme ça à chaque rôle ou être capable de le faire. Hein. Et, euh, et ben, ça vient de là. Ça vient de ses débuts en tant que comédien. Hein. Et le fait qu'il devait faire preuve de beaucoup d'adaptabilité, de savoir jouer des accents. Si on lui demandait de jouer le rôle d'un paysan gallois, ben, il devait s'y coller et apprendre comment parler un paysan gallois. Hein. Lui qui venait des quartiers pauvres de Londres, euh, un accent celte, ça n'est pas du tout la même chose. Et évidemment, si on lui demandait de jouer le temps d'un rôle, un lord anglais aristocrate, ben, là aussi, il devait s'y coller et voilà, et travailler, travailler, travailler. Et c'est devenu pour lui une façon d'être, hein, le fait de travailler ses rôles avec la même rigueur sous tous les aspects. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été perçu dans des pays en dehors de la Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, on l'a vu comme un peu comme une icône du Londres branché dans les années 60. Et puis après, une fois qu'on a commencé à s'intéresser à lui, on a continué. Mais bon, la première image qu'on a de lui, c'est quand même celle-là. Et ouais, je ne dis pas ça de façon péjorative, hein, parce qu'en France, on n'est pas là pour être des spécialistes de la culture anglaise. Hein. Vous inquiétez pas, hein, les Anglais, notre culture à nous, ils s'en foutent un peu aussi. Hein. Ah, sauf les passionnés, bien sûr. Hein. Les gens passionnés par la France en Angleterre, il y en a. Mais bon, on a tous nos limites culturelles, hein, c'est bien normal. On a chacun nos propres cultures. En Grande-Bretagne, il est vraiment perçu comme cela, comme quelqu'un qui a su être un caméléon absolu et qui, vu le milieu d'où il venait, où il n'était pas aidé socialement pour étudier, etc., les Anglais sont conscients que tout ce que Michael Caine a réussi a réussi artistiquement
Et sur le plan de ses rôles et tout, c'est dû à, je le redis, la passion et le travail. Et il n'était disposé à fournir cette dose de travail que parce qu'il était passionné. Au début des années 60, Michael Caine, revenu à Londres depuis un petit moment déjà, euh, commence à avaler un petit peu la pilule de travers parce qu'il s'aperçoit que malgré le fait que la Grande-Bretagne commence à avoir le vent en poupe culturellement dans le monde entier, avec le succès croissant des Beatles, etc., de la culture pop venue tout droit de Grande-Bretagne, dans la mode aussi, alors que très franchement, la Grande-Bretagne n'a pas toujours été un grand pays de la mode, hein, comparé à l'Italie par exemple. Mais dans les années 60, c'est vrai que la mayonnaise prend vraiment. Il y a la fameuse mannequin Twiggy qui est connue dans le monde entier. Euh, Également, cette couturière qui a eu un succès planétaire à ce moment-là et qui a vendu ses créations, cette styliste, mais tout d'un coup, c'est bête. J'ai enseigné son nom en classe il y a des années, et maintenant j'ai un trou. Je vous le rajouterai en sous-titre. Bon, bref, la Grande-Bretagne commence à avoir le vent en poupe et il y a pas mal d'acteurs britanniques qui commencent à en profiter. Bon, mais encore une fois aussi grâce à leur talent. Hein, c'est un tout. Ils sont bons, mais ils sont là aussi au bon moment et au bon endroit. Et ben, là où Michael Caine commence à se faire du souci, c'est que ces acteurs-là qui ont le vent en poupe, ben, ce sont des amis qu'il côtoie parfois au théâtre. Et lui voit que ben, il commence à avoir beaucoup plus de succès que lui, tous ces gens, et que lui, il est un peu à la traîne derrière et qu'il il prend les miettes. Donc, comme ce sont des amis, ça ne le rend pas amer ou bêtement jaloux. Mais en tout cas, il se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il va advenir de moi. Alors, parmi ses grands amis, il y en a un en particulier qui est Peter O'Toole, qui va devenir mondialement célèbre grâce à son rôle au cinéma dans Laurence d'Arabie, mais donc qui a partagé la scène avec Michael Caine, et notamment Michael Caine a été ce qu'on appelait en anglais, je connais hélas pas l'équivalent en français, le mot exact, un understudy, c'est-à-dire Michael Caine était le comédien qui devait remplacer Peter O'Toole sur scène si celui-ci tombait malade un soir pour une représentation. Voilà. Quand un acteur jouait le rôle principal dans une pièce, il était prévu que si jamais il ne pouvait pas venir, ben, il y avait un remplaçant, entre guillemets, qui devait lui aussi évidemment connaître le rôle par cœur et l'avoir travaillé aussi bien, mais qui n'était entre guillemets que le remplaçant et qui devait prendre sa place. Et Michael Caine a donc été le remplaçant de Peter O'Toole, le understudy, sur plusieurs pièces. Et ben, notamment, alors parfois la célébrité des autres l'a quand même bien dépanné à notre ami Michael, c'est que il devait être le remplaçant de Peter O'Toole sur une pièce au moment où Peter O'Toole a été appelé pour le tournage de Laurence d'Arabie. Et donc Peter O'Toole devant partir en Afrique pour tourner le film, ben Michael Caine s'est retrouvé du jour au lendemain l'acteur vedette de la pièce que devait jouer au départ Peter O'Toole. Dans le même temps, j'ai un petit peu aussi oublié de vous dire que Michael s'était marié, qu'il avait rencontré sa première épouse Patricia Haynes, dans une compagnie de théâtre comme celle que je vous ai évoquée précédemment. Hein. Elle était jeune actrice elle aussi. Ils ont une fille qu'ils ont prénommée Dominique. Leur précarité en tant qu'artiste qui n'avait pas beaucoup de succès a eu raison de leur histoire d'amour et de leur mariage. Et ils ont divorcé pas très longtemps après.